Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9e numéro de l'interview sur Sport TV. Aujourd'hui, avec notre partenariat J'Active Ouest France, nous recevons les sociologues Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson pour leur dernier ouvrage Tentative d'évasion fiscale. Donc merci beaucoup à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir invités. Donc vous avez beaucoup travaillé sur la haute bourgeoisie. Dans cet ouvrage, vous avez essayé d'intégrer la sphère bancaire. Lequel des deux milieux a été le plus compliqué pour entrer dedans ? Le milieu bancaire, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile d'accès, beaucoup plus opaque que travailler sur la chasse à courre, sur les châteaux classés monuments historiques, sur la transmission des héritages, sur les richesses culturelles des grands bourgeois. Dès qu'on passe aux questions d'argent, et surtout dans la phase actuelle de notre société qui est quand même très inégalitaire entre les plus riches et les plus pauvres, la situation est beaucoup plus délicate. Très bien. Thomas Piketty parle dans son ouvrage Le Capital au XXIe siècle du retour des rentiers avec l'augmentation très forte des hauts salaires. Est-ce que face à l'arrivée de ces nouveaux riches, la bourgeoisie a-t-elle changé ? Et vous qui avez connu donc, les anciens et les nouveaux riches, est-ce que la violence symbolique que vous avez pu subir face à ces personnes a-t-elle changé ? Les nouveaux riches ont vocation à s'intégrer au monde de la grande bourgeoisie, de la classe dominante, s'ils se conduisent de façon homogène à ces vieilles familles installées. Et en général, ils se moulent très bien dans les manières, dans les comportements divers. Et par exemple, vous avez des gens comme le baron Frère, qui a été fait baron par le roi des Belges, qui est maintenant membre du Jockey Club et qui est un personnage de la bonne société fortunée, bien que lui soit fils d'un marchand de clous. D'accord. Donc Hervé Lebras, Dominique Maïda ou encore Thomas Piketty se sont joints dernièrement pour lancer une pétition pour demander l'instauration d'une primaire de gauche. Est-ce qu'on vous a proposé, vous, de signer cette pétition et qu'en pensez-vous Oui, on nous a sollicité, mais tout à fait au début de ce processus. Et puis j'avais demandé, c'est moi qui avais décroché le téléphone ou eu le contact, et puis j'avais demandé à réfléchir. J'étais, disons, devant un point d'interrogation parce que je ne sais pas trop, devant la déliquescence de la classe politique, de la classe dirigeante, d'une classe politique qui n'est plus du tout représentative du peuple de France, puisqu'à l'Assemblée nationale, vous savez qu'il n'y a pas 1% d'employés et d'ouvriers, alors que ceux-ci représentent 52% de la population active. Du coup, on n'a pas, si vous voulez, un bâton, à part transmettre notre travail de sociologue, les prises de position politique, à part qu'on est vraiment pour un changement radical dans l'ordre des rapports sociaux de domination et on est des farouches opposants au système capitaliste. Ça sera ma réponse par rapport à cette question sur la primaire de gauche. Donc toujours au niveau de la politique, j'imagine que les propos de Manuel Valls ne vous ont pas échappé. Il les a réitérés samedi dernier en disant, je cite, qu'expliquer le djihadisme, c'est déjà vouloir un peu l'excuser. Qu'est-ce que vous répondriez à tout ça ? Ce qui a été répondu par d'autres, par des collègues, par d'autres, c'est que les sciences sociales, la psychologie, la psychanalyse, etc., expliquent pourquoi tel comportement est apparu, pourquoi il y a eu tel et tel débordement, mais ce n'est pas pour cela que c'est accepté. C'est simplement c'est une manière de dire que les individus ne sont peut-être pas responsables au sens où leur vie a été dure, a subi des troubles, des crises importantes. Il faut le comprendre, mais en même temps, il faut sanctionner. Et je crois qu'il faut surtout, si possible, les reprendre, essayer de
les ramener à des comportements plus sociaux. Et c'est pour ça que nous, il faut surtout sauver les riches, soigner les riches. Oui, ils en ont bien besoin parce que le chaos, il arrive aussi de... S'ils avaient des comportements plus sociaux, ça irait beaucoup mieux. Vous avez sorti en collaboration avec Marion Monté une BD Riche, pourquoi pas toi, inspirée donc de votre ouvrage La sociologie de la bourgeoisie. Donc c'était dans le but de démocratiser vos théories. Est-ce que vous pensez que la sociologie en général est une science qui n'est pas assez intelligible par le grand public ? Absolument. Alors absolument, et nous c'est vrai qu'on a fait un effort, je pense, assez unique de diversification des supports, de la transmission de nos savoirs sur le fonctionnement de l'oligarchie, que ce soit à travers des livres dans des maisons d'édition assez en vue, disons, que ce soit sous la forme de bandes dessinées, de livres pour enfants dans la toute dernière période de notre vie, que ce soit sous forme de documentaires à la télévision, que ce soit sous la forme de rencontres dans toutes les librairies de France, de rencontres avec des militants, des associations, des cercles, des partis politiques. Enfin, tout est bon à prendre pour nous. On essaye vraiment on se vit un peu comme des éveilleurs de conscience, et donc on essaye en se protégeant, parce qu'on ne peut pas faire ça non plus tout le temps. Il faut qu'on ait notre petite vie tous les deux. Hein. Oui, c'est par moment, effectivement. Donc pour terminer, en fait, on a l'impression qu'en France aujourd'hui, les universitaires ne sont absolument pas investis dans le monde politique. Au contraire, par exemple, de Podemos avec Pablo Iglesias, qui est un enseignant-chercheur en sciences politiques qui a lancé ce mouvement. Est-ce que vous pensez que ça vient plutôt d'un rejet de la classe politique, ou est-ce que c'est plutôt un refus des universitaires qui, comme vous l'avez dit, rejetteraient éventuellement un monde politique qui n'est pas représentatif ? C'est votre question. J'ai du mal à y répondre parce qu'on connaît, nous, des universitaires très, très engagés. Et peut-être que, et compte tenu de nos positions aussi, c'est normal qu'on soit plus proche d'eux et qu'on les connaisse plus. Il y a des gens qui publient des revues assez subversives, pas très diffusées, mais qui sont des morceaux d'un combat politique. Et ce sont des gens qui sont à l'université. Bien sûr, alors ça, moi je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y a tout un vivier, c'est absolument extraordinaire tout ce qui se passe chez les intellectuels, mais qui n'est pas du tout assez visible, qui n'est pas du tout relayé par les médias. Les journalistes qui sont à la solde, les patrons du CAC 40, ils ne nous reçoivent pas, ils reçoivent aucun intellectuel qui est dans une pensée critique vis-à-vis de l'ordre établi. Et ne parlons pas de la classe politique, puisque comme je vous ai dit qu'elle est totalement déconnectée du reste de la société. Une ou deux fois, on a été auditionné à l'Assemblée nationale, mais jamais on n'a jamais été sollicité par un ministre, par je ne sais pas, jamais on nous a demandé conseil. Et donc voilà, alors que notre travail pourrait les éclairer. Le travail sur la tentative d'évasion fiscale, moi, on proposait dans notre livre que le ministre du Budget nous invite à Bercy. Il y a un immense auditorium très beau avec des traductions simultanées qui auraient donné une visibilité internationale à notre livre. Ce que nous écrivons sur Bercy, qui est au cœur, qui organise, qui est complice de l'évasion fiscale des plus riches au cœur du paquebot de Bercy qui vogue sous pavillon de complaisance, moi je trouve qu'ils auraient dû réagir, qu'ils auraient dû nous inviter. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous avez fait votre enquête? Est-ce qu'on est d'accord avec vous? Comment on va discuter? Mais il ne se passe rien, c'est la chape de plomb. Oui, ceci dit, on a pu travailler avec deux élus communistes d'ailleurs, enfin, les frères Bocquet,
Guy. Éric qui est sénateur et Éric. Alain qui est à l'Assemblée nationale. Tu as raison de rappeler ça, c'est important. Et l'un et l'autre, à l'Assemblée nationale et au Sénat, ont mis en place des commissions d'enquête sur notre sujet, c'est-à-dire l'évasion fiscale. Et nous avons beaucoup travaillé avec eux. Le travail des commissions, il y a des auditions de témoins, d'agents, de personnes concernées qui viennent expliquer ce qu'ils savent sur le sujet, et ils le font dans la position du serment solennel, et il y a des possibilités de peine de procès s'ils disent n'importe quoi, enfin quelque chose de différent de la réalité et qu'on s'en aperçoit. Donc, ceci dit, ils ont tous les deux recueilli énormément de témoignages, des livres qui font 800 1000 pages de transcription des auditions, et qui sont bourrés d'informations que nous avons utilisées pour ce livre. Oui, là c'était un vase communicant, effectivement, avec cette partie-là de la classe politique, mais il n'y a pas beaucoup de députés, de sénateurs communistes. D'une certaine façon, c'est très marginal. Voilà. D'accord. Eh bien, merci à vous pour cette interview et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine émission.